Bonjour et bienvenue à ce nouveau Café des Lyon. Bonjour Laurence. Bonjour Alexandra. Alors ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir Laurence Fautra. Vous êtes la maire de Dessines, de la commune de Dessines, belle commune de la métropole de Lyon, mais également vice-présidente de la région Auvergne-Rhône-Alpes, déléguée à la santé, à la question santé, c'est ça? Et je suis la maire de Dessines Charpieu. Charpieu, pardon. J'ai oublié un morceau important de la commune. Toutes mes excuses. On est accueillis dans les fabuleux locaux de l'Intercontinental Hôtel Dieu ce matin, Laurence, et on va parler d'engagement dans le débat public, on va parler de la place des femmes en politique. Vous savez que c'est un sujet qui nous tient à cœur, nous, au Café des Lyonnes, cette question d'engagement dans l'espace public. Et donc, vous faites partie de ces femmes qui sont engagées, qui ont choisi de prendre la parole. Donc, on va vous interroger, on va échanger avec vous ce matin. Mais d'abord, première question de l'émission, Laurence, vous la connaissez. Est-ce que vous êtes une femme engagée, justement? Et surtout, ça veut dire quoi pour vous, cette question d'engagement? Alors, je ne sais pas si le sens engagé pour une femme est nécessaire, puisque de fait, quand on est femme, automatiquement, on sait qu'on sera engagé toute notre vie. On sera engagé auprès de nos familles, de mes enfants, de notre vie, du monde associatif, dans plein de domaines. On sait qu'on jouera un rôle essentiel. Donc, pour moi, l'engagement, c'est quelque chose d'inné. C'est pas quelque chose qui s'acquiert, c'est de fait. Mais vous pensez que c'est inné chez les femmes particulièrement, plus que chez les hommes? C'est de fait. Vous savez, quand prenez soin de votre famille, comme les Lyonnes, hein, de votre tribu, vous vous engagez au quotidien auprès des gens que vous aimez. Et voilà, donc il n'y a pas besoin de signifier plus mon engagement. Toutes les femmes du monde sont engagées pour aller chercher de l'eau ou plus loin des villages, dans des combats politiques, pour une lutte pour leur égalité, leurs droits. Toutes les femmes du monde sont engagées, à mon sens. À votre sens. Et alors, chez vous, ça se matérialise comment, cet engagement? Il se traduit comment? Au-delà de bétrigner, parce que vous avez choisi d'occuper des fonctions, en tous les cas d'aller chercher des mandats, d'aller représenter la parole des autres. Alors, pour moi, je ne sais pas si c'est un choix. J'ai plutôt saisi une opportunité qui se présentait à moi. Mais le fait de représenter, d'aider, d'aller sauver, toutes ces notions-là, je les ai eues depuis toute petite. Vous savez, dans le cadre des écoles, vous vous demandiez qui veut être délégué de classe. J'étais chaque année, Ah, ok, tout à fait. j'étais partante. Donc après, j'ai eu une vie qui n'a rien à voir avec la politique. Et je dis tant mieux. Je ne fais pas partie de ce sérail. Ça m'a permis d'avoir une autre existence et rencontrer des gens d'un autre milieu. Et puis un jour, écoutez, il y a un monsieur qui était député à l'époque, qui s'appelle Philippe Meunier, me dit écoute, est-ce que ça t'intéresserait de partir pour Dessines Charpieu? Et en me disant ça, il me disait aussi bon, ça ne sera pas gagnable, mais tu as du bagou, t'en imposes un peu, t'as rien à perdre. Vas-y. Et j'ai trouvé, comme j'aime le challenge, je trouvais que ce challenge était intéressant. Et effectivement, j'avais rien à perdre. Par contre, je ne savais pas que j'allais gagner. Ça, c'est pour ce qui est votre parcours. Mais avant ça, quel est votre sentiment sur la place des femmes aujourd'hui dans la société française? Est-ce que vous trouvez que les femmes sont assez présentes aujourd'hui dans le débat public? Mais non, et encore moins en politique. Je crois qu'elles représentent à peine 17% des maires sont des femmes. Elles ne sont pas, entre guillemets, on ne les impose pas, elles ne sont pas obligatoires. Il n'y a pas de cette notion de parité. Donc, évidemment, elles ont peur de prendre ces places. Vous savez, c'est toujours le syndrome de l'imposteur. On n'est jamais à la bonne place. On n'a jamais les compétences pour. Mais les compétences, c'est celle, en tout cas, pour faire de la politique, c'est d'avoir le goût des autres. Je crois que les femmes ont le goût des autres. Je crois. Il faut qu'elles osent. Il faut qu'elles prennent ce courage. Elles osent. Elles ont une façon d'aborder la vie, les problèmes autres que ces messieurs. Je ne suis pas une grande féministe parce qu'on a besoin d'être ensemble pour avancer. Mais je leur demande, allez-y, n'ayez pas peur, faites-vous confiance. Pourquoi vous ne serez pas légitime? Mais pourquoi vous n'allez pas porter le même regard à un autre enfant qui est le vôtre, ou à une autre mamie qui n'est peut-être pas la vôtre? Mais sur la fonction politique, elle fait souvent peur parce que la fonction politique, elle a l'air difficile, elle a l'air âpre parfois. Elle est âpre, elle est rude, elle est impitoyable. C'est un monde, par contre, d'hommes avec un système bien organisé. Et c'est vrai que malheureusement, quand on arrive dans ce système, alors moi, pour le coup, je l'ai découvert. Ouais. Moi, j'avais des grands monsieur devant moi. J'avais Gérard Collomb, j'avais Jean-Michel Aulas, j'avais monsieur le préfet Carenco,
J'avais Monsieur Mercier qui était au conseil général. Et ces hommes-là, dans l'échiquier, qu'est-ce que je posais? Rien. Voilà, je n'étais rien. Donc j'ai eu deux solutions. Soit je faisais preuve d'allégeance et je baissais les chiffres, soit je leur montrais que j'avais un petit peu de la répartie. Donc, comme on dit, on y va un peu au talent et on force un peu le trait et des fois on pousse même à la caricature. Mais ils ne comprennent que les rapports de force, ces hommes-là. Ils ne vous respectent. Gérard Collomb ne respectait que ça. Il fallait lui montrer qu'on avait du tempérament, on défendait nos dossiers. Et ça, je me souviens parce que à la fin, malheureusement, de son parcours politique et aussi un peu de lui, il me disait qu'il avait apprécié le fait que, voilà, on ait pu. Mais pour ça, il faut avoir un peu le cuir solide parce que enfin, on parlait tout à l'heure, mais dans la fonction, dans les mandats que vous exercez, il y a des mots durs, il y a des attaques personnelles, il y a des critiques. C'est assez vachard, entre guillemets. Oui. Et ça vous atteint pas? On se rend... Non. Alors, quand on avance un peu dans l'âge, on prend aussi un peu les choses avec un peu plus de hauteur et puis on fait du travail aussi sur soi, tout simplement en se disant, bon, écoutez, on fait partie d'une grande pièce de théâtre et des gens qui sont haineux, il y en aura toujours. Alors c'est vrai que les réseaux sociaux n'aident pas, puisque maintenant je trouve que n'importe qui peut se mettre derrière un écran et on dit ça les haters. Haters, ouais. On avance masqué, oui, bien sûr. Voilà, donc pour moi, voilà, ça représente pas grand-chose. Je préfère le débat public et les confrontations d'idées. Mais oui, après on s'endurcit. Effectivement, on s'endurcit parce que moi je pars du principe qu'on est quand même dans une grande comédie humaine, qu'on a tous notre rôle à jouer, qu'on essaye de jouer la partition avec le plus de sincérité possible. Mais voilà, il y aura toujours un bourreau, il y aura toujours une victime et il y aura toujours un sauveur. Donc voilà, on essaye de naviguer au milieu de tout ça. Elles apportent quoi, les femmes, dans cette arène politique? Un peu de douceur, le côté un peu nourricier. Et vous savez, je crois, il me semble qu'il y a peut-être un peu moins d'ego. Voilà, cette notion que je répète souvent de toute puissance. Voilà, de dire moi je sais, moi je suis plus fort, peut-être on l'a moins. Voilà. Mais quand on prend le côté masculin du système, on peut devenir de redoutables guerrières aussi. Alors, vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure en parlant de quand vous étiez petite, mais quand vous étiez petite fille, vous vouliez faire quoi plus grande? C'est quoi votre rêve d'enfant? Les voyages, j'adorais tout ce qui était histoire et géographie. D'accord. Comtesse de Lers, vous savez, moi je suis des années des 30 glorieuses, alors voilà, on parlait de la Caravelle, on parlait du Concorde. Vous voyez, ces jeunes femmes qui étaient toujours impeccables, qui vous accueillaient. Voilà, les voyages, les horizons lointains. Et puis j'avais un côté très créatif, j'étais dans mon monde. Et voilà, et défendre, j'étais pas une élève brillante, non, j'avais une petite faiblesse qui maintenant s'appelle la dyslexie et que j'aurai toujours, parce que là, c'est pas un handicap, c'est Oui, un petit truc on en apprend plus. maintenant, ouais, c'est ça. Voilà, mais à l'époque, c'était quand même un peu de souffrance parce que c'était pas trop détecté, hein. Je confondais les meux, les nous, les pou, you. Et donc, je pense que ça aussi, ça m'a forgé. Ouais, ça m'a forgé. Et même, ça a été une grande blessure, mais en même temps, je me suis dit, on va y arriver. Avec du temps, on va y Vous avez arriver. fait votre petite carapace déjà. Oui, oui. Ouais. Oui. Alors, vous avez fait quoi comme parcours? Vous avez fait quoi comme... Alors, bon, j'ai fait des études élémentaires, des études secondaires à Lyon, puisque non, je venais de Saint-Priest et il n'y avait pas de lycée. J'en ai écumé quelques-uns, lycée, pour diverses raisons. Et puis après, je suis partie en ce qu'on appelle en BTS. J'étais au Prespa. Ouais. Et voilà. Et après, j'ai eu l'opportunité de rentrer. En même temps, je faisais quelques heures dans la grande distribution avec Carrefour parce qu'ils cherchaient des mains pour gérer un peu leur rayon. Et donc, après, je suis rentrée directement dans la grande distribution, dans le Carrefour. Je ne suis pas restée longtemps parce que les fournisseurs, donc ceux qui étaient de l'autre côté de la barrière, un m'a proposé de partir à l'aventure dans le sud de la France. Et donc, j'ai commencé dans la papeterie française et j'y suis restée 20 ans. Ah oui, d'accord, ok. Donc, vous avez fait une carrière professionnelle. Oui, dans la papeterie, avec des belles marques, style belge, Valérias, et plus de 20 ans chez UHU.
caractéristiques de colle, la pâte à fixe, voyez, et toujours en lien avec la grande distribution, donc dans les fonctions commerciales, dans la fonction, le key account manager de négociation, et puis un jour, je me suis dit, je connais pas mal de monde dans ce milieu-là, c'est moi qui vais distribuer, donc je me suis mis une compte, et après, c'est enchaîné l'opportunité. Donc vous avez fait tout le circuit finalement du secteur privé. Les négociations, voilà. Donc ça vous sert ça, non? Alors ça me sert énormément, mais ce qui me sert, c'est la relation justement avec, vous savez, on dit bien que les négociations avec ces grands groupes, Carrefour, Auchan, Casino et Leclerc, sont très dures. Je confirme, c'est très, très dur. Et vous vous dites, quand vous avez fait ça, vous dites, c'est bof, je suis aguerri. J'ai fait plus dur. Ouais, j'ai fait le plus dur, c'est terrible. Et puis non, en fin de compte, après, vous partez dans la politique et vous vous rendez compte qu'effectivement, le système est encore plus dur et plus court. Ah oui, d'accord. Alors justement, vous arrivez à un jour à devenir maire de Dessines. Comment ça s'est passé cette aventure? Vous l'avez dit, il y a un élu qui vous a tendu la main, qui vous a dit vas-y. Cette ville a été longtemps et est restée longtemps à gauche, communiste, et après évidemment socialiste. Et puis normalement c'était sa destinée là, cette ville. Et puis il y a eu le Grand Stade qui a un peu chamboulé un peu tout ça. Et puis moi je suis arrivée en proposant peut-être une vision autre de cette ville, un peu moins archaïque, peut-être plus dynamique. Voilà, puisque je venais d'autre part, donc j'étais décomplexée dans mes propositions, en disant voilà. Alors pour autant, je ne connaissais pas comment ça s'organisait. Ouais, ça va être. Oui, c'est ça. Parce que vous étiez novice, vous avez. Complètement, oui. C'était la première campagne, c'était en quelle année? C'était en 2014. 2014. Alors après, j'ai rassemblé autour de moi une armée mexicaine, avec des gens de différents horizons, puisque là, on n'est pas dans le monde professionnel, hein. Oui, c'est ça, c'est un peu associatif quelque part, hein. Des universitaires ou pas. Ouais. Voilà, c'est la société ici, c'est la société civile, c'est une belle société, et vous portez une autre image sur votre ville, et vous avez envie de communiquer cet enthousiasme. C'était pas facile. Il y avait plusieurs listes, et au deuxième tour, j'ai gagné. Et alors, je me rappellerai toujours, le premier tour, j'avais tourné en tête de 5 mois. Déjà, moi, j'avais donné mes prolos. J'étais Miss Dessines. C'était incroyable, ça, au bout de tant d'années, pratiquement 50 ans de gouvernance à gauche. Et le deuxième tour, c'est pourtant un triangulaire. J'ai gagné. Et là, par contre, pour la première fois de ma vie, j'ai pas eu peur de perdre, mais j'ai vraiment eu peur de gagner. Et d'un coup, la charge de la mission qui allait m'attendre m'est tombée sur les épaules. Et c'est vrai que j'ai vécu quelques mois douloureux. C'est combien d'habitants Dessines-Charcure? 30 000. Oui, donc là, ça devient costaud à assumer. Oui, et puis il faut être à la hauteur de la charge. Il faut être à la hauteur de la charge. J'avais pas le code, je connaissais pas le système administratif, ce qui est un peu lourd, on va dire, connaître. Voilà, je savais pas comment ça s'organisait, même sur le plan financier. Vous savez, dans le privé, il n'y a pas cette notion d'investissement, de fonctionnement. Les sections financières sont relativement poreuses. Oui. Là, c'est pas du tout les mêmes constructions de budget, hein. Voilà, c'est pas du tout pareil, vous le savez, Alexandre. Et puis l'inertie, c'est-à-dire que quand on a une idée, déjà vous comprenez que ça va pas se faire dans les 24 heures qui suivent, et vous voyez tout le parcours administratif qui vous plombe. Ah non, vous pouvez pas, parce que là, reprenez. Ah non, attention. Voilà, après, les relations avec l'extérieur, donc la sphère politique, hein, votre famille, qui vous dit gentiment, moi je savais que tu avais gagné, mais bon, en tout cas, bon, ok, pour certains j'en doute encore. Et puis ceux qui ne vous attendaient pas et qui sont de l'autre côté, dans notre famille politique, qui vous attendent au tournant. Donc, ouais, ça a été un long parcours. En tout cas, ça a été une année, la première année a été très très dure. Puis trouver des collaborateurs, enfin, il y a eu plein de choses. S'installer dans son mandat, comme on dit. Mais du coup, ça vous a été plutôt bénéfique puisque vous avez réitéré et vous avez été réélu. Alors, ce qui a été bénéfique, enfin, ce qui a été sympa, comme dans toute aventure humaine, c'est que justement, on rencontre des gens extraordinaires et bienveillants. On ne fait pas tout ça tout seul, quoi. On a à nos côtés des femmes et des hommes qui ont envie de vous accompagner, parce que seul, vous allez nulle part. Déjà, vous avez vos élus qui étaient à grande zéro comme moi.
mais on s'est soudés dans les moments difficiles. Et puis vous rencontrez des collaborateurs extraordinaires, des DGS, des DGA, des gens qui sont là pour vous aider, pour compléter aussi peut-être parfois vos lacunes, hein, parce que je dis, moi j'ai renoncé à ma toute puissance. Et petit à petit, on chemine un chemin. Et on arrive à avoir des magnifiques succès. Bref. Oui, et puis alors, donc, vous avez été réélu et Oui. vous avez aussi accompagné l'équipe régionale, puisque vous êtes aussi également vice-présidente de la région Auvergne-Rhône-Alpes sur les questions de santé. Donc, Oui. c'est dans les Alors ça aussi, c'était pas Laurent a voulu absolument pour la campagne de 2021, les maires. Je me siégeais à la métropole de Lyon, hein, Ouais. puisqu'on fait partie de cette métropole de Lyon, et Laurent insistait absolument. Donc on a fait la campagne régionale, et on avait une liste qui était menée à l'époque par Jérémy Bayrou. Voilà, on a eu des bons scores en 2021 sur cette métropole, c'était pas gagné. Et puis, pour moi, on avait fait le job et j'allais retourner dans les métropoles et voilà quoi, tout allait bien se passer. Et Laurent m'a appelé quelques jours après son élection en me disant: «Bon, ben Laurence, voilà, je te propose la santé». Et là, le réflexe, toute femme: «Ah non, non, mais je suis pas médecin, mais je peux pas pouvoir œuvrer pour la santé, c'est quoi ça? Tu plaisantes?» Il me dit: «Mais tu pas compris, je te propose un poste de vice-présidente à la santé». Et là, c'est Donc, vous avez douté. ah oui, là, je passais derrière un grand docteur, qui est maintenant député, et qui est en charge de commission à l'Assemblée, nationale, qui est Yannick Neuder, qui est un cardiologue, qui est quelqu'un de réputé, renommé. Et donc moi, petit maire de Décines-Charpieu, m'occuper de la santé, pour moi, c'était un peu irréel, quoi. Mais finalement, les mandats, parce que ce que les gens, le grand public ne sait pas, mais les mandats, finalement, c'est d'avoir une vision, c'est d'impulser des idées, des projets, des initiatives. Après, vous êtes accompagné. Vous me disiez tout à l'heure, vous faisiez référence en votre directrice générale des services, mais vous avez aussi tout un écosystème de fonctionnaires, de gens qui vous accompagnent. Oui. Donc vous n'êtes pas toute seule Non. dans votre mandat. Au début, quand ça vous tombe dessus, vous vous sentez tout seul, mais effectivement, alors au départ, c'était un peu compliqué parce que cette collectivité, vous savez que les fonctionnaires sont là, et ils ont la garantie de leur emploi ad vitam aeternam. Roulez pas pour un projet qui allait être un projet plutôt, mon projet de mandat. Donc ça a été compliqué de changer aussi d'air, c'est compliqué pour certains. Donc il a fallu que certains partent sur d'autres collectivités, peut-être plus accueillantes, et d'autres arrivent dans ma collectivité où ils allaient pouvoir s'exprimer. Voilà, ça a pris un temps, ça. Qu'est-ce qui est le plus difficile à l'aune de votre expérience maintenant sur cet engagement politique? Est-ce que, parce que là, vous l'avez dit un petit peu, c'est difficile un peu partout, c'est difficile. La conquête est une étape, l'exercice du pouvoir en est autre. Est-ce que c'est difficile l'exercice du pouvoir? On pose souvent cette question aux femmes. Je kiffe. Je trouve pas c'est contraignant puisqu'il faut donner beaucoup d'énergie, beaucoup de présentiel, il faut être présente, il faut être là, mais c'est passionnant. Voilà, c'est passionnant, passionnant. Ça permet de faire quoi d'être engagé en politique? C'est concret, vous trouvez? Moi, j'ai la chance de pouvoir dessiner une ville. Voilà. Ouais. Ça, c'est fabuleux. J'ai pouvoir de mettre des fleurs. J'ai pouvoir de rassembler les gens. J'ai pouvoir, comme récemment, là, quelques jours, on a fait des Sinumines, une petite ville de 30 000 habitants, on a rassemblé 17 000 personnes. On a fait des choses magnifiques avec des chalets, avec une parade de Noël, avec un moment où tout ce qui peut arriver dans notre société de un peu plus sombre s'efface et fait place à la lumière. Ça, c'est extraordinaire. Quand vous faites des événements inclusifs, quand vous faites des beaux projets structurants en équipement, quand vous fabriquez, quand vous lancez, quand vous inaugurez une école, tous ces moments-là, ou une halle gourmande, tous ces moments-là, rien que de les revoir, m'évoquent beaucoup d'émotions. Ça gomme Ça gomme tous les ennuis que tous les matins vous arrivez. Alors moi, j'ai la chance d'avoir un caractère relativement linéaire, hein, voilà. Donc on arrive toujours avec le smile. Et puis vous avez, comme on dit, des ennuis qui arrivent au fil des heures, qui s'avolent en patrouille. Et puis bon, le soir, vous avez un petit plus coup de mou, puis vous allez faire une bonne nuit de sommeil. Le lendemain, vous revenez avec le smile.
Et parce que les gens autour de moi aussi ont cette énergie. Voilà, parce que si on est tous, on arrive, on se dit, oh là là, on va pas s'en sortir, on n'a pas de Premier ministre, les dotations d'État baissent, enfin voilà. Et si on fait la liste des problèmes, on s'en sort plus, on donne les clés de la maison. J'ai eu des moments d'abattement profond en disant, mais cette vie, il faut qu'on l'aide, parce elle avait été mal gérée financièrement, elle n'était pas en état au niveau finance qui était, voilà, tout le monde le savait, Gérard Collomb le savait. Et j'ai eu des moments où j'avais franchement envie de rendre le tablier, je ne pouvais plus faire. Parce qu'en plus de ça, on a essuyé tous les maires, de toute obédience confondue, des crises économiques, sanitaires, qui nous ont quand même fragilisés. Voilà. Mais on est encore là. Quel conseil vous auriez envie de donner aux femmes qui nous écoutent, qui nous regardent et qui se disent c'est vrai, moi j'aimerais bien peut-être engager en politique, mais je connais personne, je suis pas dans un parti politique et puis ça a l'air beaucoup trop compliqué. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Qu'elles osent, tout simplement, qu'elles s'imposent, qu'elles sachent saisir, c'est dur pour une dyslexique, qu'elles sachent saisir l'opportunité. Voilà. Et on la crée comment si personne vous tend la main? Il faut pousser la porte il faut pousser la porte. de sa mairie, il faut rencontrer les élus. Oui, il faut rencontrer. On cherche nos talents. Et même quand on constitue une équipe municipale où il y a la parité qui s'impose, c'est toujours pas évident de trouver des femmes. Voilà. On ne cherche pas obligatoirement des ingénieurs. On cherche des personnes qui ont envie d'œuvrer pour la collectivité. Et Laurence, dernière question de l'émission, et si vous aviez je ne vais pas vous dire une baguette magique parce que vous êtes aux manettes, mais si vous étiez nommée demain ministre, quelles mesures vous auriez envie de mettre en place pour que les femmes elles soient plus présentes dans ce débat public? Alors, la parité impose déjà à ces messieurs le fait de laisser quelques places. Je pense que pour certains, ça les enchante guère, mais il faudrait peut-être plus l'imposer partout. Voilà, dans les conseils d'administration, effectivement dans les collectivités, dans toutes les assemblées, voilà. De fait, comme ça, il faut qu'il y ait une femme, un homme, une femme, un homme, une femme, et peut-être pareil pour un gouvernement, ce qui n'est pas souvent le cas. Pareil pour le Sénat. Bien sûr. Là, le Sénat, 34% de femmes seulement. Voilà, 34% de femmes. Alors, ils ont progressé, les cieux sénateurs. À l'Assemblée nationale, on a régressé. Et voilà, et d'un côté, ça progresse, de l'autre, ça régresse. Donc, vous voyez, dans ces grandes assemblées, il faudrait quand même qu'il y ait une parité, que le système impose cette parité. Trouver un fonctionnement pour que la parité soit tout le temps respectée. Oui, ça ne sera pas naturellement. Très bien, Laurence. Écoutez, on va bien noter précieusement vos conseils dans notre livre blanc. Merci en tous les cas d'avoir pris de votre temps pour venir partager ce Café des Lionnes avec nous ce matin. J'espère que ça vous aura plu et moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain Café des Lionnes.